Donc, bonjour à tous et puis merci de vous être connectés ce matin. Comme je vous le disais donc précédemment, le webinaire va être donc enregistré. Donc, si vous avez besoin de le récupérer, n'hésitez pas. Euh, donc, on va co-animer ce webinaire avec. Je vais laisser la parole pour se présenter. Moi, je suis Marjorie Dumont-Cris de Lago, donc je suis la présidente de Préventec Consulting. J'ai créé le cabinet il y a plus de 20 ans, ça va faire 21 ans. Et comme je vous le disais, je connais plutôt bien vos problématiques puisque je travaille avec les responsables des comptes de travail, environnement de travail, directeur des ressources humaines, etc. Donc au sein des entreprises, donc toute taille d'entreprise, on va pouvoir le voir. Et donc j'ai 3 responsables de pôle, donc sécurité au travail, ergonomie et QVCT. Et sur la partie QVCT, donc on a Paulina, donc qui va se présenter, qui coanime donc ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Paulina, je suis du coup la responsable du pôle qualité de vie conditions de travail chez Préventec Consulting. Je suis psychologue du travail de formation. Et donc au sein de Préventec, on a 3 pôles et je chapeaute l'activité de mon pôle à moi qui adresse toutes les questions en lien justement avec la qualité de vie au travail, le bien-être, les risques psychosociaux et également le management. Donc peut-être on va vous décrire un tout petit peu le déroulement de ce webinaire qu'on a prévu pour vous. Donc on va commencer par la présentation du cabinet. Marjorie vous présentera les différentes informations, éléments concernant notre cabinet. Ensuite on va donc quand même la thématique c'est la santé globale. On va s'attaquer au sujet, parler de la santé globale avec quelques définitions, quelques enjeux, quelques chiffres. Les déterminants de la santé globale, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui le plus. On s'arrêtera sur la santé mentale, quelques définitions et quelques chiffres sur la santé mentale. C'est la grande cause nationale, donc on verra aussi quels sont les enjeux. Ensuite, le rôle de l'entreprise, de l'employeur dans la promotion de la santé globale. Et on terminera par un outil qui permet l'autodiagnostic, mais aussi l'accompagnement sur la santé globale. Merci Paulina. Donc quelques mots sur Préventec, sachant que bon voilà, l'idée c'est de vous faire très rapide parce qu'on a un site internet préventec.net qui est très bien fait. Juste pour que vous puissiez situer, donc Préventec, comme je vous le disais, Préventec Consulting, donc cabinet de conseil et organisme de formation qui existe depuis plus de 20 ans, on va fêter nos 21 ans au mois d'avril. On a organisé autour de 3 grands pôles avec 3 responsables de pôle, donc sur la sécurité au travail, l'ergonomie, la QVCT, donc qu'anime et que gère Paulina. On existe depuis plus de 20 ans, on intervient sur toute la France et on a 31 consultants experts qui sont, comme Paulina, des psychologues, des ergonomes, des ingénieurs sécurité, des psychiatres, des sophrologues, des diététiciens, des personnes qui font de l'auto-hypnose, de la sophrologie, de la rigologie. Donc tout ça, on le fait donc à travers une offre globale. À la fois, on peut s'occuper de la stratégie de communication parce que souvent, on a des clients qui veulent mettre en place des actions mais qui communiquent mal ou qui communiquent pas. Et donc, quand on fait des audits, on se rend compte que le premier problème dans les rapports, c'est effectivement le problème de communication en interne. Donc, on peut gérer toute la communication et je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. La partie conseil, donc si vous mettez en place des actions et vous voulez avoir un avis extérieur d'un cabinet spécialisé, on peut effectivement analyser les actions que vous mettez en œuvre et puis l'impact qu'ont ces actions. On peut mettre en place des audits et des diagnostics. Selon les pôles, les termes ne sont pas les mêmes. De la formation avec un catalogue de formation, donc de 87 formations. Donc ça, on en parlera aussi 2 secondes. Et les solutions digitales. Depuis la crise sanitaire, on a développé effectivement 2 plateformes. Une plateforme qui s'appelle QVC Tech, qui est un assistant des responsables de l'environnement de travail, des ressources humaines et autres, et des préventeurs, avec un achat de crédit en réponse sous 72 heures à vos questions, soit sous forme de rendez-vous personnalisé pendant 30 minutes avec un expert, soit sous forme de chatbot à partir de septembre, et sinon par mail avec la réglementation assujettie, et une plateforme qui s'appelle le Hub Santé Sécurité au Travail, qui ont été développées par nos 3 expertes, 3 responsables de pôle,
avec 14 diagnostics et autodiagnostics. Donc, on va notamment vous en présenter un pour le sujet d'aujourd'hui. Et puis derrière, quand on fait des diagnostics, il y a des plans d'action et on ne vous laisse pas tomber. On vous accompagne dans le cadre des plans d'action. Donc, on peut mettre en musique. Il y a des choses que vous pouvez faire en interne. Il y a des choses qu'on peut effectivement gérer avec vous. Donc, à travers du coaching, des ateliers, des webinaires, des conférences, de la formation, etc. Donc, en tout cas, on a un certain nombre de prestations qui permettent de vous accompagner tout au long du process jusqu'à l'évaluation des audits 6 mois ou 1 an après pour voir le ROI de l'ensemble de vos actions. Rapidement, on a 3 types de clients, donc des collectivités, ministères, donc avec les appels d'offres publics qui sont gérés par Tanguy Hubert chez nous, des clients privés, donc 25 secteurs d'activité, on couvre, on va dire, tous les secteurs d'activité. J'ai vu que sur le webinaire, on avait des secteurs assez différents auprès de vous inscrits, donc des filiales de 3F, donc dans le social, de la restauration, des chaînes de magasins, des entreprises du bâtiment, donc un petit peu différents types de secteurs d'activité. Sachez qu'on a une expérience dans tous ces secteurs d'activité, donc sans aucun problème. Et après, on a 60% de nos clients qui sont des mutuelles. J'ai vu qu'il y avait aussi des mutuelles et des compagnies d'assurance. Donc 60% de nos clients, soit pour des contrats cadres ou soit pour des actions ponctuelles. Donc AXA Santec, Verbatim, CIC, on a énormément de mutuelles qui font appel à nous ponctuellement. Ça, c'est vraiment ceux avec qui on a des contrats annuels. Le HDS 66 avec le CIR pour le socio-médical et IRP prévention pour l'automobile. Donc c'est 100 000 établissements dans l'automobile et 100 000 établissements dans le socio-médical et la branche des OF. On a un taux de satisfaction de 4%, 98% de l'ensemble de toutes nos actions. Après chaque action, on fait une étude de satisfaction pour être dans une marge d'amélioration continue et on a à peu près 500 clients privés. Donc, toute taille, tout secteur. Donc, on n'est pas raciste. On travaille aussi avec des TPE, des PME ou des grands groupes. Souvent, ils nous sollicitent pour des actions assez différentes, mais en tout cas, on répond à tout le monde. Formation aussi avec l'été Datadoc en 2015. On est Calliope depuis août 2020. On a installé une plateforme de digitalisation pour pouvoir suivre tout le processus de formation depuis l'année dernière, depuis 2024, juillet 2024. On a 87 formatiels ou en visio. Et on peut déposer de ces 87 formations des programmes de formation sur mesure ou des sensibilisations. On fait aussi des e-learning ou de motion design donc pour faire des formations sur mesure pour nos clients. Et l'année dernière, nous avons formé 1457 stagiaires. Je vous parlais de stratégie de communication. Souvent, effectivement, c'est un peu le parent pauvre de la prévention. Soit nos clients ne communiquent pas, soit ils communiquent mal. Donc là, on a une vraie expertise sur le sujet. On a un responsable de communication en interne. Moi, j'ai été aussi directrice de la communication pendant un certain nombre d'années de 6 sociétés. Donc, on peut faire des vignettes, par exemple, ou des planches de bande dessinée pour parler d'un risque ou d'une problématique. On peut aussi créer une mascotte pour avoir un visuel fort sur l'ensemble de tous vos supports sur un sujet ou une thématique importante. On peut vous faire des motion design comme on fait là en ce moment. On a 2-3 motion design qu'on fait pour des clients pour expliquer toute la stratégie. Là, on a un client qui met en place les mardis de la santé sur toute l'année. Donc, on lui fait une motion design pour expliquer à l'ensemble des collaborateurs pourquoi la direction a décidé de mettre en place sous cette direction-là ce type de projet et comment le type d'ateliers qui vont être proposés. Ça peut être la stratégie sur la prévention des TMS ou des RPS ou la santé globale. Donc, on a des jeux aussi qu'on a développés en interne sur les RPS et en ergonomie pour expliquer ce que c'est que l'ergonomie et pour avoir une boîte à outils en ergonomie, pour pouvoir avoir un œil averti au quotidien, pour avoir une démarche d'amélioration continue, des bandeaux pour des webinaires, des affiches, etc. Donc, en tout cas, on peut vous accompagner de A à Z dans votre projet si besoin est. La plateforme QVC Tech dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la plateforme d'assistance, donc qui vous permet de vous accompagner si vous avez un manque de ressources internes et que vous avez besoin d'experts en externe, au moins vous êtes un peu moins seul, donc on est là. Donc on met à disposition nos 31 experts sur tous ces sujets. Et la plateforme, donc le hub santé sécurité au travail, avec nos 14 diagnostics et autodiagnostics. Donc, en règle générale, ce sont des outils qui viennent en complément. Alors, sauf vous n'avez rien fait, dans ce cas-là, c'est pas en complément, mais c'est pour mettre en place une démarche, soit de QVCT, RPS, CMS ou autre, ou évaluer les risques professionnels pour les télétravailleurs, ou faire un check ergo pour faire un diagnostic à distance des situations de travail de vos collaborateurs sur leur poste de travail ou autre. Et donc,
vous avez les différentes thématiques qui sont effectivement à côté, et donc ça vous permet de compléter votre stratégie et votre démarche donc sur toutes ces différentes thématiques. Et donc si vous faites par exemple votre document unique d'évaluation des risques et vous avez un plan d'action, vous ne savez pas comment faire, ben, on peut venir en renfort et sur un site, une business unit, un service ou autre va pouvoir lancer, ou sur l'ensemble des collaborateurs, lancer donc un questionnaire à l'ensemble de vos collaborateurs. S'ils n'ont pas, alors j'ai vu qu'il y avait des secteurs comme le logement social ou autre, où parfois les gens n'ont pas ou dans les chaînes de magasins, dans la logistique, les gens n'ont pas d'ordinateur. Dans ce cas-là, on a créé des QR codes qui permet avec le QR code de flasher le QR code et de pouvoir avoir accès à la plateforme sur son téléphone. Donc voilà, en tout cas, on a un certain nombre de solutions qui peuvent répondre aux différentes problématiques qui sont soit des problématiques de fond, comme le document unique qui est vieux comme Hérode, depuis 2001, une obligation légale que vous devez remettre à jour chaque année, ou soit des problématiques actuelles comme la problématique dont va parler Paulina. Voilà, donc je laisse le micro à Paulina. Je voulais vous donner quelques chiffres, mais comme elle va en donner beaucoup, du coup, je m'arrête là sur la présentation. Et du coup, moi, je vais relancer la même présentation pour avoir la main sur les slides. Alors, j'espère que vous voyez bien. Vous n'avez pas de questions pour l'instant sur la présentation du cabinet ou sur ce que je vous ai présenté? Bon, si pas de questions, du coup, je vous propose... Oui. Non, je disais juste non, c'est bon. Et du coup, on va s'attaquer à la santé globale et pour commencer, du coup, quelques définitions, quelques enjeux, puisqu'effectivement, la question de la santé, quand on commence à s'intéresser, on peut avoir un tout petit peu du mal à définir en fait de quoi réellement on parle. Alors, il faut savoir que la santé globale, elle englobe 3 dimensions. On parle du bien-être physique, donc tout ce qui concerne vraiment le corps, donc la partie physique, du bien-être mental ou psychologique, donc c'est des synonymes, et du bien-être social. Pourquoi le bien-être? Puisque l'OMS nous dit du coup dans sa définition de la santé que c'est un état complet du bien-être, à la fois physique, je me sens bien physiquement, mental, je me sens bien par rapport à mon fonctionnement psychique, et aussi social, c'est-à-dire j'entretiens des relations positives avec mon entourage, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et donc, la bonne santé ne consiste pas en fait en une absence de maladie. C'est-à-dire, on peut par exemple avoir une maladie génétique, chronique, mais qui peut être stabilisée, prise en charge et quand même retrouver ce vécu du bien-être. Donc, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, sinon, effectivement, on a chacun parfois des difficultés de santé, mais c'est surtout ce sentiment, ce vécu de bien-être physique, mental et social. Et d'ailleurs, l'aspect social est extrêmement important et souvent on l'oublie. Mais pouvoir avoir des relations positives, faire partie avoir un groupe d'appartenance, faire partie d'une communauté, de la société, c'est aussi du coup de la santé sociale pour le coup on l'appelle. Justement, en termes de la promotion de la santé, vous doutez bien que l'OMS il a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et donc, selon la charte d'Ottawa, du coup, qui date déjà un tout petit peu, on nous dit que la promotion de la santé, c'est avant tout permettre aux individus, aux hommes et aux femmes, de mieux maîtriser les déterminants de la santé. C'est-à-dire, on quitte un tout petit peu une approche paternaliste, on explique aux personnes comment faut faire, etc., on impose les choses. Mais l'idée de la promotion de la santé, c'est de permettre aux personnes d'avoir des clés de compréhension et d'agir elles-mêmes sur leur santé, en fait, surtout sur les déterminants de la santé. Donc la participation active de la population, des hommes et des femmes, elle est indispensable pour la promotion de la santé et donc la prévention aussi de la santé. Donc on n'est pas dans une approche qui est paternaliste, qui vise à peut-être toujours interdire, cadrer, etc. Ce qui parfois c'est important. Il y a des choses ouvertement pathogènes, toxiques ou autres, mais c'est aussi et avant tout sensibiliser, former pour rendre chacun acteur en fait de sa propre santé. Concernant quelques enjeux et chiffres clés aujourd'hui, pourquoi on en parle de la santé de plus en plus?
Aujourd'hui, en France et en Europe, d'ailleurs, de manière générale, on a une population qui est globalement de plus en plus vieillissante. En 2022, on avait 9% de la population du coup qui avait plus de 75 ans. En 52, on estime qu'on va passer à 16%. Donc, on a la population qui devient de plus en plus vieillissante, on a l'espérance de vie qui augmente. Donc, en 2021, les femmes, elles étaient à 85 ans et les hommes à 79 ans. Donc, aujourd'hui, c'est encore plus élevé, les chiffres sont encore plus élevés. Tous les ans, on augmente un tout petit peu. Donc, il y a cet enjeu lié au vieillissement de la population. Et bien évidemment, ça va concerner, et ça concerne déjà la sphère professionnelle, notamment avec la réforme des retraites. Donc, on va devoir travailler très certainement de plus en plus tard. Et donc, il y a aussi la question de rester en bonne santé. Rester en bonne santé et maintenir la population en bonne santé le plus longtemps possible. Les écarts entre les hommes et les femmes, peut-être, je fais juste un petit point là-dessus. Il existe dans tous les pays pratiquement, dans toutes les populations mondiales. La communauté scientifique est globalement aujourd'hui d'accord sur le fait qu'il y a une part génétique, enfin vraiment biologique dans cet écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, notamment dû à notre système de reproduction en fait, donc système hormonal entre autres. Donc les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais on va le voir tout à l'heure qu'il y a d'autres facteurs, d'autres déterminants qui peuvent diminuer en fait cet écart entre les hommes et les femmes, notamment les facteurs sociodémographiques, je pense que vous en doutez. Si on regarde un tout petit peu en termes de mortalité en France, les cancers et les maladies cardio-neurovasculaires représentent en fait les premières causes de mortalité. Donc plus d'un quart de décès pour chacune de ces causes-là. Donc les cancers, voilà, vous visualisez. Maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est système cardiovasculaire, neurovasculaire, c'est tout ce qui est AVC. Donc on voit quand même aujourd'hui que les deux principales causes, ça reste les cancers et les maladies du cœur. Paulina, je pense que tu as un petit souci sur ta présentation. Voilà, parce que ça bougeait pas. Très bien, merci. Ah, vous avez vu les statistiques jusque-là? Ça, on l'a vu, oui. Très bien. Ok. Ça aussi, c'est bon. Voilà, c'est la slide d'après sur les maladies. Alors, donc, comme je vous ai dit, les enjeux du vieillissement et du maintien de la population en bon état de santé sont là et sont de plus en plus importants, puisqu'aujourd'hui, on estime, par exemple, qu'à partir de 65 ans, on a donc une espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité en France, c'est 10 ans. Et avec incapacité, c'est de 11 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aujourd'hui, lorsque j'ai 65 ans, il me reste encore 10 ans en bonne santé, où je vais pouvoir avoir mon mode de vie normal, pouvoir faire mes activités quotidiennes, etc. Et il me reste quand même encore une dizaine d'années avec incapacité, c'est-à-dire je vais certainement avoir besoin des soins, développer certaines dépendances, etc. Donc ça, ce sont aussi des enjeux. L'idée, c'est pas juste uniquement augmenter l'espérance de vie, mais c'est d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Et si on regarde plus précisément en France, aujourd'hui, effectivement, à 65 ans, on a quand même seulement 37% des personnes qui estiment ne pas avoir de maladie chronique du tout, c'est-à-dire voilà globalement être en bonne santé, à part quelques troubles de la santé, voilà comme des grippes ou autres. Et on a quand même 41% qui déclarent avoir au moins une maladie chronique et 22% qui ont déclarent avoir plusieurs maladies chroniques. Donc les enjeux du maintien de l'espérance de vie, on va dire en bonne santé, sont là et on les ressent de plus en plus dans le monde professionnel, bien évidemment. Justement, pour introduire la notion de déterminant de la santé, on voit que pour maintenir notre bonne santé le plus longtemps possible, il va falloir agir sur ces déterminants de la santé. J'aime beaucoup cette citation du directeur général de l'OMS. Je pense que vous le visualisez, vous le connaissez, surtout après la crise de la Covid, etc.
donc qui dit que la santé ne commence pas à l'hôpital ou au dispensaire, elle commence chez nous. Dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages, par la nourriture que nous mangeons, bien évidemment, par l'eau que nous buvons, ou buvons pas, ou pas assez, l'air que nous respirons dans nos écoles, c'est-à-dire l'éducation que nous recevons, la sensibilisation que nous recevons sur cette question-là, et sur nos lieux de travail, donc par rapport aux conditions de travail dans lesquelles nous exerçons. Donc une fois on était arrivé à l'hôpital, ou au dispensaire dans certains pays, c'est que déjà il y a eu des dommages au niveau de la santé. Donc la santé, elle commence bien avant dans nos familles, dans nos écoles, et c'est aussi au quotidien en fait que qu'on agit sur la santé et pas à l'hôpital. Donc un déterminant de la santé, c'est quoi? C'est un facteur en fait qui impacte soit la santé de l'individu, soit de la population. C'est aussi un terme qui est utilisé pour des études statistiques épidémiologiques au niveau national. On peut avoir plusieurs facteurs du coup qui impactent notre santé, qui peuvent se combiner et augmenter les risques. Par exemple, effectivement, si vous fumez et en plus vous consommez de l'alcool et en plus vous bougez pas assez, il y a plusieurs déterminants qui vont du coup se renforcer mutuellement. La communauté scientifique aujourd'hui, elle est globalement d'accord sur le fait que 70%, le poids en fait, la contribution des facteurs environnementaux et socio-économiques, c'est à peu près 70% en fait. Donc c'est-à-dire qu'on a 30% qui sont plutôt en lien avec notre patrimoine génétique, mais 70%, le point, voilà, le plus important, c'est ce fameux 70%, c'est quand même les facteurs socio-économiques. Notre niveau de revenu, notre niveau d'éducation, notre habitat, la qualité de vie de manière générale, le cadre de vie, etc. Donc ça, c'est là où il faut agir en fait. Là où les 30 autres pourcents, souvent effectivement on parle de, par exemple, le patrimoine génétique. Donc si on décompose un tout petit peu ces différents déterminants de la santé, là on voit sur quoi il faut agir si on veut être réellement dans la prévention, dans la promotion. Comme je vous ai dit, le patrimoine génétique, c'est voilà, je nais avec une certaine patrimoine génétique, des prédispositions pour certaines maladies ou autres. C'est seulement 5%, voilà, du poids total hein, par rapport à notre santé globale. Je veux pas beaucoup agir dessus, hein, en tout cas pas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est quand même voir quels sont d'autres facteurs sur lesquels on peut agir pour promouvoir la santé. Le plus gros, ça reste des facteurs socio-économiques. Très concrètement, c'est quoi? C'est l'éducation que j'ai eue quand j'étais petit. C'est mes revenus. C'est mon niveau de vie global. Est-ce que j'ai accès à une alimentation qui est saine? Est-ce que j'ai été sensibilisée aussi à ce que c'est une alimentation saine? Est-ce que j'ai des loisirs actifs? Est-ce que j'ai du soutien social? Est-ce que j'ai de l'argent aussi à investir dans tous ces aspects-là, en lien avec la santé? Ensuite, on a bien évidemment des facteurs environnementaux, mais vous voyez, enfin, vous allez vous rendre très vite compte qu'ils sont intimement liés aux facteurs socio-économiques. Donc, le cadre de vie, la qualité de vie. Est-ce que mon environnement, c'est que du béton ou il y a un peu de verdure? Est-ce que je travaille dans des conditions de travail qui sont très difficiles? Je suis au contact de l'amiante, je porte des charges très lourdes. Est-ce que j'ai de la possibilité de marcher, de faire de l'activité physique, l'air que je respire, etc. Donc vraiment tout ce qui est en lien avec l'environnement de travail et l'environnement de vie. Ensuite, il y a évidemment des comportements individuels. Mais on garde toujours à l'esprit que ces comportements individuels, les habitudes de vie, des choix dans ce qu'on mange, les choix dans notre mobilité, si je prends le vélo ou la voiture, sont aussi dus en fait à des facteurs socio-économiques. On va le voir plus précisément tout à l'heure, mais effectivement, le niveau de vie, le niveau de revenus, le niveau aussi du coup d'éducation impacte énormément les comportements individuels. Les choix qu'on fait dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans comment on bouge, etc. Donc dépend aussi beaucoup des facteurs socio-économiques. Évidemment, on a 15% qui sont quand même en lien avec le système de soins.
Est-ce que j'habite dans un endroit où je peux facilement avoir accès à des soins, ou est-ce que je suis dans un désert médical? Est-ce que il y a la possibilité de prévention? Est-ce qu'on me sensibilise? Est-ce que les délais de prise en charge sont rapides ou pas? Donc tout ça évidemment, mais faut quand même se rendre compte que c'est 15%. Hein. Donc tout le reste, ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir pour rechercher cette fameuse bonne santé. Quelques chiffres qu'on parlant pour justement illustrer des déterminants sur lesquels on peut agir. L'OMS estime que les maladies chroniques s'expliquent à plus de 50% par l'environnement dans lequel vivent les malades. Encore une fois, l'air qu'ils respirent, mais aussi l'activité physique, la voiture ou le vélo, les légumes ou les plats gras, très sucrés, très salés. Donc tout ça. Voilà. On sait que marcher, on n'arrête pas à dire manger, bouger. Donc marcher par exemple, faire du vélo pendant 20 minutes réduit 10% presque quand même la mortalité cardiovasculaire. Et on a des décès aujourd'hui qui sont modifiables. Le tabagisme, je pense qu'il n'y a pas de prise, l'alcool. Alimentation déséquilibrée, encore une fois, on parle de fibres, on parle de légumes, de fruits, etc. Et l'activité physique, et surtout le problème de sédentarité qui est excessive. C'est un chiffre que j'ai trouvé assez surprenant, enfin en tout cas ça fait un tout petit peu peur, mais 20% des habitants de France métropolitaine et 30% pour les DROM, un trajet à pied demande 10 minutes par semaine, même pas par jour, mais par semaine. Donc on a qu'à 20% des habitants de France métropolitaine qui font pas de trajet à pied de 10 minutes ou plus par semaine en fait. Donc c'est assez inquiétant. Si on regarde pour tout ce qui concerne l'obésité, c'est un facteur très important pour les santé cardiovasculaires. Grand facteur de comorbidité, c'est-à-dire du potentiel de développer plusieurs maladies en même temps. Si on regarde un tout petit peu de mon nord de la France qui est le plus impacté, donc avec 20%, voire un tout petit peu plus de personnes en état d'obésité. Et là, encore une fois, on peut très facilement faire des liens avec plusieurs déterminants. Bien évidemment, le contexte socio-économique, le niveau de vie, le niveau de revenu, et puis l'accès évidemment à tout ce qui est légumes, fruits, etc. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a le poids des facteurs socio-démographiques qui est très important. Dernière information que je trouve aussi intéressante, c'est que la part des personnes effectivement en surpoids, qui peut devenir morbide, diminue lorsque le niveau de diplôme ou le niveau de vie augmente. Donc, encore une fois, on a cet impact des facteurs sociographiques qui est très important. Plus on gagne, plus on est diplômé, moins on a de probabilité d'avoir un IMC qui commence à poser problème, on a de probabilité de développer une maladie cardiovasculaire, etc. Donc il y a quand même une question d'inégalité qui est très importante. Je vous ai dit qu'il y a une différence en espérance de vie entre les hommes et les femmes. Une partie de ces différences, elle est biologique, mais il y a quand même aussi une notion d'inégalité. On voit que lorsqu'on regarde les populations à haut revenu, l'écart entre les hommes et les femmes, il diminue. Donc, entre les femmes à haut revenu, l'espérance de vie est de 88 ans, les hommes 84. En revanche, lorsqu'on regarde les hommes à des faibles revenus, l'écart il est de presque 10 ans. Hein. Donc, 80 ans pour les hommes et 61 ans pour les hommes. Donc, encore une fois, non seulement ces différences entre les deux genres existent, mais en plus, elle est renforcée par les inégalités socio-économiques. Ce qui nous démontre bien l'importance de rechercher de plus d'égalité, en fait, l'accès plus égal aux soins, à la sensibilisation pour favoriser la santé de toutes et de tous. Quelques notions sur la santé mentale. Donc, je fais cet aparté. Hein. Encore une fois, c'est la cause nationale. On peut paraître avoir une vision assez, parfois pas très nette de ce que c'est la santé mentale. Donc, quelques notions clés assez rapidement. Comme dans la santé globale, on estime qu'il y a plusieurs facteurs
qui joue sur notre système, notre santé mentale. Évidemment, il y a les facteurs biologiques, les facteurs génétiques, prédisposition pour voilà, avec des périodes pré ou périnataux, les maladies que les mères peuvent avoir pendant la grossesse ou après l'accouchement. Tout ce qui est maladies infectieuses, par exemple, qui peuvent impacter le plan cérébral. Donc tout ce qui est en lien avec le cerveau en lui-même. Ça, c'est la partie biologique. Il y a la partie psychologique, donc c'est globalement qui nous sommes, les relations qu'on a avec nos parents, notre fratrie, nos amis, notre personnalité, notre trait de personnalité, notre estime de nous, nos capacités adaptatives, nos compétences psychosociales, résilience, optimisme, capacité d'écoute de soi, de compréhension de soi et de l'autre, tout ce qui est empathie, etc. Et on a également les facteurs socioculturels. Pour le coup, on retrouve encore une fois ces facteurs en lien, les facteurs plutôt sociodémographiques. Tout ce qui est effectivement le niveau socio-économique, l'environnement socio-économique, le niveau de vie des parents, mais aussi du coup des personnes elles-mêmes, la stabilité familiale ou l'instabilité, les modèles éducatifs, comment on a été éduqué, quelle éducation on a reçue, cohésion sociale, donc de manière générale, dans quelle société on vit, est-ce qu'il y a de la cohésion ou pas. Ça peut être tout ce qui est les événements difficiles, travail, donc chômage. Ça peut être aussi des événements comme par exemple deuil ou comme par exemple conflit militaire, guerre, etc. Donc tous ces facteurs socio-culturels, socio-démographiques. Donc la santé mentale, elle est déterminée par ces trois facteurs-là. Ma biologie, voilà vraiment le substrat en fait neuroanatomique, ce que j'ai dans ma boîte crânienne, ma personnalité, mes compétences psychosociales que j'ai pu développer depuis mon jeune âge, savoir s'écouter, savoir écouter l'autre, comprendre ses émotions, les émotions des autres, etc. Et tout ce qui nous arrive, comment on a été éduqué, dans quel milieu on vit, notre revenu, etc., etc. C'est ça qui donne notre santé mentale. Donc au niveau de la santé mentale, lorsque tout se passe bien, on parle de la santé mentale positive. C'est globalement, c'est encore une fois le vécu du bien-être. Lorsqu'on peut s'épanouir personnellement, lorsqu'on a des ressources psychologiques et les capacités pour faire face à la vie, pour remplir nos rôles sociaux et vivre en se sentant bien. Ensuite, on a la détresse psychologique réactionnelle. Justement, elle est réactionnelle parce elle arrive à une réaction à un événement. Un événement de vie éprouvant, ça peut être un décès, ça peut être le chômage, ça peut être une rupture, ça peut être une maladie. Donc plein d'événements qui peuvent mettre à mal justement notre fonctionnement psychique, psychologique. Ce n'est pas toujours révélateur d'un trouble mental, même s'il y a des symptômes souvent anxio-dépressifs qui sont associés, mais qui sont transitoires. Donc la prise en charge médicale, elle n'est pas systématique. Généralement, du coup, c'est quelque chose qui est transitoire. Mais il arrive que cette détresse psychologique réactionnelle, elle s'inscrit dans la durée, devient chronique et donne lieu à des troubles psychiatriques. Vous avez des troubles psychiatriques qui peuvent être en lien avec des prédispositions génétiques, donc neurogénétiques. Par exemple, dans tout ce qui est schizophrénie, on sait quand même qu'il y a un poids génétique. On peut vivre une détresse réactionnelle qu'on n'a pas su gérer et qui peut donner du coup un trouble psychiatrique. Ces troubles psychiatriques, voilà, c'est ce qu'on appelle des maladies psychiatriques. Ils peuvent être plus ou moins sévères, plus ou moins handicapants. Là, on commence à retrouver la classification internationale, européenne, etc. Donc on parle plus du deuil, de la rupture, de la période du chômage, mais on parle des maladies qui peuvent être diagnostiquées avec des tableaux cliniques bien définis et des protocoles de soins, des protocoles thérapeutiques qui sont bien définis.
Et là, du coup, à partir du moment où on diagnostique un trouble psychiatrique, du coup, il faut envisager une prise en charge médicale. Souvent, elle est double, à la fois par un psychiatre avec, pourquoi pas, la prise en charge avec de la pharmacothérapie, hein, mais aussi la prise en charge psychothérapeutique. Souvent, du coup, c'est un binôme qui est nécessaire pour la bonne prise en charge. Donc, l'idée de la promotion de la santé mentale, c'est évidemment aller vers la réelle prévention, donc rester dans la santé mentale positive, en sensibilisant, en formant, en développant ses compétences psychosociales. C'est aussi prendre en charge, détecter et prendre en charge les situations de détresse psychologique réactionnelle. Donc, au travail, ça peut être par exemple un événement dramatique, traumatique, professionnel. C'est d'accompagner les personnes, de vivre ces moments difficiles pour qu'ils ne se transforment pas en trouble psychiatrique. Donc, si on doit un tout petit peu voir ce qu'on peut faire dans le milieu professionnel, on reste à ces deux étapes-là. Pourquoi on en parle? Bon, c'est la cause nationale et on voit surtout dans nos chiffres en fait que malheureusement l'état de santé mentale des Français se dégrade de plus en plus, et ceci depuis une dizaine d'années, voire plus, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, presque 8% des Français, voilà, tout âge, indiquent avoir souffert d'un épisode dépressif, on l'appelle, au cours de 12 derniers mois. Donc, on a quand même presque une personne sur 10 qui déclare une épisode dépressive au cours des 12 derniers mois. 64% des Français et Françaises déclarent du coup d'avoir déjà ressenti un trouble, une souffrance psychique. Et si on prend les moins de 35 ans, on va jusqu'à 75%. Et là, aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de la santé des jeunes adultes, des jeunes travailleurs aussi, et ça devient un enjeu très important. Évidemment, la souffrance psychique peut amener à des tentatives de suicide ou même des suicides effectifs. Et donc, voilà, en France, par an, on a à peu près 200 000 tentatives de suicide. Toutes les tentatives n'aboutissent pas, mais quand même. Pour l'État, ça pose au-delà évidemment des questions de la santé, les questions humaines, évidemment un problème, une problématique financière, hein, puisque aujourd'hui, en fait, les troubles mentaux, c'est le premier poste de dépense de l'État pour la sécurité sociale, pour le général. Donc c'est le régime accident de travail, maladie professionnelle. Bien avant, du coup, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc, on est sur 19 € quand même par an et premier poste de dépense pour la sécurité sociale. Hop, au travail, donc là, c'est une autre branche quand même du coup de la sécurité sociale dédiée à tout ce qui est professionnel, mais aussi que ces questions-là de la santé mentale, ça fait une dizaine d'années, commence à être de plus en plus prise en compte dans le milieu professionnel. On a de plus de cas de troubles psychiques qui sont reconnus en tant qu'accident de travail ou maladie professionnelle. Donc, à titre d'exemple, en 2016, on a eu 20 000 cas de troubles psychiques déclarés, du coup, reconnus en tant qu'accident du travail. Si on regarde un tout petit peu les chiffres, la plupart du temps, c'est des crises d'angoisse, crises de panique sur le travail, ou par exemple crises de larmes qui donnent lieu ensuite à de la symptomologie dépressive ou anxio-dépressive par exemple. Et en 2016 toujours, donc ça date, 600 cas qui ont été déclarés comme maladie professionnelle, sachant que cette déclaration, elle n'est pas automatique comme donc les troubles mentaux ne font pas partie du tableau des maladies professionnelles, donc il faut quand même passer par la commission pour la reconnaissance. Et aujourd'hui, les chiffres, ils explosent. Donc il y a de plus en plus de reconnaissance en AT, en MP, de ces troubles psychiques, des troubles de la santé mentale. Donc cette reconnaissance entre 2011 et 2016, elle a été multipliée par 7. On est là 10 ans plus tard, donc ça a été maintenant c'est largement 3 fois plus qu'en 2016. Donc il y a beaucoup de reconnaissance et ça commence du coup à être aussi un vrai enjeu pour les entreprises. Parce que effectivement, il y a encore 20 ans, crise d'angoisse sur le travail, crise de panique,
Ça ne donnait pas du tout lieu à une déclaration, un accident du travail. Aujourd'hui, c'est le cas. L'OMS nous dit toujours quand même que la dépression a bien après les maladies du coup cardiovasculaires est la deuxième cause mondiale d'incapacité. Donc l'incapacité, ça peut donner lieu à la RQTH, donc la reconnaissance en tant que travailleur handicapé, ça peut donner lieu à l'inaptitude. C'est aussi du coup des enjeux que les ressources humaines, les responsables de l'environnement, conditions de travail doivent adresser de plus en plus les questions du coup d'incapacité, d'invalidité ou de handicap. Justement, les enjeux, on l'a vu à la fois, ils sont nationaux, ils sont globaux, les enjeux santé, les enjeux humains. Il y a aussi du coup des enjeux de plus en plus forts pour les entreprises à prendre soin et quand même s'occuper de la santé des travailleurs. Donc aujourd'hui, on estime que c'est un acteur clé de la prévention, mais pourquoi ? Déjà, pour faire de la promotion de la santé, donc il faut quand même respecter une certaine procédure. Premièrement, effectivement, l'idée c'est d'agir sur les déterminants, vu que c'est ça qui fait le poids le plus important dans la santé. C'est là où les causes qui sont modifiables, sur lesquelles on peut agir, les déterminants de la santé qui sont modifiables. L'idée c'est de renforcer le pouvoir d'action des hommes et des femmes dans une approche globale positive. Une approche globale, bien évidemment, elle ne peut pas inclure, j'ai envie de dire, le travail et l'environnement professionnel, puisqu'on passe quand même plus de la moitié de notre vie au travail. Et donc, si on veut être dans une approche globale, l'employeur et l'entreprise, du coup, devient un lieu aussi clé pour la promotion de la santé. Et troisième point important, vous l'avez compris, du coup, il y a une question d'inégalité sociale. Et l'entreprise devient aussi le lieu où on peut rechercher justement cette égalité en termes de sensibilisation, de formation, d'accès aux soins, etc. Donc pourquoi l'entreprise, comment elle peut s'en soucier ? Parce que le travail central de sensibilisation et d'empowerment. L'empowerment, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le management, mais aussi PES. C'est un processus par lequel on donne toutes les clés aux personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes maîtriser et prendre soin de leur santé. Encore une fois, on quitte l'approche paternaliste, on dit aux personnes, on interdit des choses, etc. Là, c'est les former, les informer, leur donner les clés pour que chacun puisse, dans la vie de tous les jours, avoir des habitudes de vie, des comportements qui sont plutôt facteurs santé. Donc il y a cette notion d'empowerment qui est très importante. Ensuite, comme on a dit, il y a une notion d'inégalité qui est très importante, malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on parle de la santé. L'idée aussi de par culture commune, partager le même langage, la même vision de la santé. On sait par exemple aujourd'hui que les catégories plutôt aisées ont une vision assez préventive de la santé, donc beaucoup axée sur l'hygiène de vie. Les catégories à haut revenu, ils prêtent beaucoup plus attention à tout ce qui est prévention, hygiène de vie, éviter de tomber malade, faire tout pour rester en bonne santé. Là, les catégories plus modestes ont plutôt une approche curative, c'est-à-dire on est face à une maladie, c'est là qu'on commence à s'intéresser un tout petit peu à cette question-là. Et c'est toujours quelque chose qui est court-termiste, c'est-à-dire une fois on est guéri, on va peut-être pas changer nos habitudes de rechute pour éviter de la comorbidité. Souvent, ça donne lieu du coup malheureusement à des maladies chroniques qui s'inscrivent dans la durée. Donc l'entreprise, c'est aussi le lieu où on peut partager cette même culture de la santé et cette vision préventive, qui ne soit pas uniquement destinée à des catégories aisées, mais que chacun puisse avoir ses clés de lecture, de compréhension pour aller vers la prévention. Aussi le lieu, pourquoi pas, on peut offrir des services complémentaires, les services de supplémentaires que certaines catégories de population ne peuvent pas se permettre, comme par exemple consulter un psychologue, un sophrologue, ou par exemple si on a des problèmes de poids, par exemple un nutritionniste. Donc ces offres complémentaires que certaines catégories de population aujourd'hui en tout cas ne peuvent pas spontanément se permettre ou peut-être n'y pensent pas aussi spontanément. Et bien
évidemment, les enjeux sont toujours doubles, hein. Si on le fait, c'est pas uniquement effectivement pour le bien-être de la population française, mais c'est pour le bien-être de l'entreprise. Puisqu'investir dans la santé des collaborateurs, c'est aussi investir dans la santé de l'entreprise et sa pérennité. Les collaborateurs en bonne santé, c'est l'entreprise en bonne santé. Surtout qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez un tout petit peu les chiffres, surtout 2024-2023, on voit l'augmentation d'absentéisme, l'absentéisme qui a doublé voire triplé dans certains secteurs d'activité, l'absentéisme des populations jeunes aussi. Donc il y a cet enjeu qui est très fort et du coup on peut répondre à cet enjeu-là en s'intéressant du coup à la santé. Il y a un enjeu très fort autour de l'attractivité, dans les tensions sur le marché du et on sait aujourd'hui que les taux de travail peuvent faire différence. Et les personnes aujourd'hui, surtout si on prend les moins de 40 ans, on va dire, c'est un vrai facteur de choix en fait de son futur employeur, la politique de la travail. On a évidemment aujourd'hui un contexte dans lequel il y a demande de détresse psychologique. Hein, les dernières, pareil, chiffres, études sont assez bons. La montée du stress et puis évidemment la sédentarité, les addictions comme réponse au stress chronique. Et comme je l'ai dit en début de cette conférence, de cet atelier, le vieillissement et les enjeux très forts du maintien dans l'emploi des seniors. Donc, comment faire, quelle politique mettre en place pour avoir la population senior, donc à partir de 50 ans, 55 ans, qui va se sentir bien, rester productif, performante, donc dans une approche globale et positive. Donc, pour répondre à tous ces enjeux-là, on a évidemment plusieurs types d'accompagnement possibles et aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter du coup notre outil d'autodiagnostic d'accompagnement pour la santé globale. Paulina, juste pour info, il te reste 5-6 minutes. Hein. Donc, l'autodiagnostic, pourquoi l'autodiagnostic? Tout simplement parce que effectivement l'idée, c'est encore une fois de donner du pouvoir d'action aux personnes. C'est-à-dire ce n'est pas le médecin qui va venir, etc., me dire ce qu'il faut faire. Mais moi, je veux faire le premier pas moi-même. Je vais faire mon autodiagnostic pour identifier quels sont les facteurs modifiables sur lesquels je peux agir pour améliorer ma santé. Donc cet autodiagnostic sous forme de questionnaire permet de mettre en lumière à la fois ce qui va bien, qu'il faut continuer à faire, hein, donc, et aussi les axes de progrès, donc sur quoi je peux agir à mon niveau pour rester en bonne santé. Et c'est vraiment le premier pas pour initier la réflexion qui peut être à la fois individuelle, mais aussi collective au sein d'entreprise, et pour aller vers cet empowerment en termes de santé. Nous avons donc développé un questionnaire avec nos différents experts en fonction de leur secteur du coup d'expertise qui permet de diagnostiquer plutôt les différents déterminants de la santé, puis les symptômes, voir déjà s'il y a des impacts sur la santé. Donc, on a des questions qui portent sur les habitudes en lien avec l'activité physique, la sédentarité, les questions sur le sommeil, les études de sommeil, peut-être les problématiques, évidemment, avec l'alimentation, les habitudes, donc tout ce qui est hygiène de vie en termes d'alimentation, tout ce qui est addiction, bien évidemment, consommation d'alcool et d'autres substances, tabac et peut-être des substances qu'on qualifierait d'illicites. Et ensuite, tout ce qui relève du coup déjà des impacts santé, voir s'il y a des impacts pour que les personnes elles puissent aussi visualiser un tout petit peu déjà où ils en sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la fatigue, fatigue chronique, etc. Est-ce qu'il y a des douleurs physiques, chroniques, dans quelle mesure ils sont invalidantes, handicapantes, dans quelle mesure elles impactent notre quotidien, est-ce qu'ils nous empêchent de travailler, est-ce qu'ils nous empêchent à avoir le rythme nécessaire pour le travail, est-ce qu'ils impactent notre vie familiale, etc. Ces douleurs-là. Et tout ce qui est anxiété et dépression, donc de dépister les troubles anxieux et dépressifs, c'est-à-dire ce qu'il y a des impacts sur la santé. Et si tel est le cas, eh bien évidemment, les résultats de l'autodiagnostic vont suggérer de prendre en charge rapidement cet aspect-là. Suite à l'autodiagnostic, l'idée, l'autodiagnostic, c'est un questionnaire du coup, une dizaine ce rapport-là lui permet de visualiser tout de suite quels sont les points forts, les axes d'amélioration et quels sont les axes prioritaires
l'autodiagnostic a mis en avant des troubles, par exemple des douleurs physiques fortes, ça va être un enjeu, du coup, enfin, ça va être une question à adresser, ou peut-être une addiction qu'il va falloir peut-être aussi envisager à prendre rapidement, ou peut-être un trouble dépressif. Donc, en fonction de ça, nous avons la possibilité de proposer un accompagnement personnalisé. Notre plateforme QVC Tech, en fonction des besoins de la personne, elle peut aller solliciter de manière complètement anonyme et confidentielle un personnel de santé, un professionnel de santé, en fonction de la thématique ou des thématiques qui ont été mises en avant par l'autodiagnostic, et donc d'aller aussi dans cette démarche de prendre soin de sa propre santé. Pour vous donner une idée de l'accompagnement et du déroulement de l'accompagnement lorsqu'on met ce type de démarche en place, bien évidemment, au début de chaque accompagnement, on constitue le comité de pilotage avec différents acteurs internes, mais aussi, pourquoi pas, externes, si vous avez des partenariats efficaces et efficients avec, par exemple, la médecine du travail. Au sein du COPIL, vous pouvez avoir des référents, des représentants des ressources humaines, du QHSE, HSE, etc. Donc, derrière tout ça, avec le COPIL, on constitue du coup la stratégie. Où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, dans quel but. Ensuite, évidemment, la communication interne, qui peut prendre différentes formes, vidéo, affiches. Donc, c'est quelque chose que Marjorie vous a présenté. L'idée, c'est encore une fois démontrer la raison d'être de cette démarche, la volonté de l'entreprise, engager les collaborateurs, leur donner envie. Ensuite, comme on est dans une marche d'empowerment des hommes et des femmes, on propose des conférences de sensibilisation. Ça peut être quelque chose de très large sur la santé globale, ou ça peut être thématique bien ciblée. Par exemple, on souhaite vraiment sensibiliser sur tout ce qui est santé mentale, ou sur exemple le trouble musculo-squelettique. Ça dépend des facteurs, des secteurs identifiés, des secteurs d'activité ou autres. Ensuite, donc on ouvre la campagne, chaque collaborateur du coup il a accès à un questionnaire d'autodiagnostic. Il va pouvoir du coup le remplir et avoir son rapport, et ensuite du coup solliciter via la QVC Tech des spécialistes de santé en fonction des besoins qui ont été identifiés. Soit pour mieux comprendre les résultats de son autodiagnostic, soit s'il le souhaite aller plus loin. Par exemple, un risque identifié en lien avec l'alimentation, je ne sais pas comment m'y prendre. En plus, je suis en traitement, j'ai peut-être des contraintes en termes d'alimentation, peut-être j'ai déjà des problèmes, je sais pas, j'en vends d'hypertension. Qu'est-ce que une nutritionniste, une diététicienne peut me proposer à mettre en place pour améliorer ma santé. Ça peut être la même chose pour physique, ça peut être bien évidemment aussi l'accompagnement par un psychologue, ou par exemple par une sophrologue, ou par une addictologue. Donc ça dépend vraiment des thématiques qui sont identifiées. Derrière, du coup, bien évidemment, on fait le débriefing avec le COPIL une fois la campagne, du coup, il touche à sa fin, pour voir le nombre d'autodiagnostics qui ont été réalisés, le nombre de consultations qui ont été réalisées. Bien évidemment, ces données sont anonymes, mais par exemple, on peut vous faire cartographier deux types de sollicitations. Donc, par exemple, c'était surtout des questions en lien avec le stress professionnel, ou surtout avec les douleurs physiques, troubles musculo-squelettiques, ou peut-être il y a une problématique d'addiction qui a été identifiée. Du coup, il y a beaucoup de consultations sur cette thématique-là. Donc, on fait le débriefing, et derrière, on peut aussi faire des préconisations plus larges en termes de prévention des risques professionnels, risques psychosociaux, de la QVT, et pérenniser la démarche. Donc voir avec le COPIL qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour maintenir cet élan et pour continuer du coup les efforts d'empowerment du coup et du maintien des collaborateurs en bonne santé. Donc l'idée, c'est évidemment la pérennité de la démarche. Voici pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a une question, ces consultations sont proposées en physique ou en ligne? Donc, alors, principalement par téléphone ou en visio, mais ça peut être aussi physiquement s'il y a besoin. On peut faire des permanences dans les entreprises, il n'y a aucun problème. Tout à fait, ça dépend aussi des problématiques. Si
en ligne, ça peut être via notre plateforme QVCTech. Je prends rendez-vous avec une addictologue. C'est confidentiel, anonyme. Si c'est vraiment, par exemple, quelque chose en lien avec la mobilité, troubles musculo-squelettiques, pause du travail, ça peut être sur place. Et ça peut être aussi des permanences, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser concernant la thématique ou est-ce que Paulina a été assez claire? Donc, comme vous pouvez effectivement le voir, on a soit cet autodiagnostic donc sur la santé globale. Depuis 6 mois en France, on entend beaucoup parler de la santé, principalement de la santé mentale. Beaucoup de prestataires ont lancé des formations ou des choses sur le sujet. Nous, on a décidé, vu nos expertises avec les 3 pôles, d'avoir une démarche globale sur la partie physique et mentale. Puisqu'on a des coachs sportifs en interne, des psychologues, des ergonomes, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir effectivement de prendre le pouls et en faisant cet autodiagnostic dans les entreprises, de pouvoir couvrir l'ensemble de vos collaborateurs s'il y a besoin. Et donc, derrière, de pouvoir intervenir à tous les niveaux, soit en physique, soit en ligne, soit via des conférences, soit du soutien psychologique, soit du coaching, soit des ateliers, de l'analyse des pratiques professionnelles. Ça dépend vraiment effectivement de vos besoins. Alors, quelle est la durée de cet accompagnement en moyenne? La durée, en fait, ça dépend déjà de la taille de votre entreprise, du périmètre. Est-ce qu'on est sur des entreprises multisites? J'ai vu que ce matin étaient connectées effectivement des entreprises multisites. Est-ce que c'est pour un seul site? Combien il y a de collaborateurs derrière? Est-ce qu'on est juste sur une thématique ou sur la démarche globale comme on peut vous le proposer là? Parce que nous, on propose des démarches à 360, mais parfois j'ai des clients qui vont nous dire, écoutez, nous, on a déjà bien avancé sur le sujet, sur tel et tel point, mais on aimerait bien que vous interveniez sur telle phase. Donc là, c'est vraiment du sur-mesure. Donc là, c'est effectivement plutôt nous envoyer un email pour qu'on puisse faire une visio personnalisée par rapport à vos besoins et par rapport à votre périmètre, multisite ou monosite. Et comment sont traitées les informations confidentielles de la santé des patients? Est-ce que tu veux répondre, Paulina? Et après, il y a une autre. Quel est le coût moyen d'une telle prestation? Il n'y a pas de coût moyen, c'est du sur-mesure pour chaque client. Mais je te laisse répondre à comment sont traitées les informations confidentielles de la santé des patients. Alors, du coup, les informations restent complètement confidentielles. Concernant l'autodiagnostic, du coup, notre plateforme App Santé Sécurité, les serveurs sont hébergés en Europe. Nous, on garantit l'anonymat complet aux personnes qui remplissent le questionnaire. Donc, c'est uniquement la personne qui a accès à son rapport, en fait, à son autodiagnostic. Nous, on fait pas du tout de traitement, de recueil de leurs résultats. C'est-à-dire l'idée c'est pas derrière de vous dire, de dire à l'employeur que chez vous il y a tant de personnes qui mangent mal, etc. Donc l'idée c'est aux personnes d'avoir son propre rapport. Donc nous ces données, une fois la campagne elle est terminée, on les supprime. Donc on les garde pas. Par contre, on peut donner des grands chiffres concernant le nombre d'autodiagnostics passés, etc. Donc par rapport à ce point-là, donc on garantit l'anonymat complet et donc tout le respect de la RGPD. Les données sont supprimées du coup une fois la campagne est clôturée. Et pour tout ce qui est consultation du coup individuelle, encore une fois, on est tenu à la fois à la déontologie, donc la charte déontologique des professionnels de santé, dont notamment les psychologues. Donc tout reste confidentiel et anonyme, sauf si faut savoir que la personne a la possibilité de lever l'anonymat et la confidentialité et de demander le professionnel de santé de, par exemple, signaler une situation. Donc, si elle se sent elle-même pas à l'aise, ou l'accompagner à signaler, et dans ce cas-là, l'anonymat, cette approche confidentielle, elle peut être levée. Mais comme tout professionnel de santé, effectivement, on est tenu à une stricte confidentialité. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est sur les grosses masses, si on a 1000 collaborateurs, 10 000 collaborateurs sur un site ou multisite, vous donner les grandes tendances des différents autodiagnostics, compiler les données pour vous dire qu'il y a effectivement un problématique de nutrition ou de TMS, d'activité physique dans un entrepôt ou sur un siège, tel des problèmes de risques psychosociaux. Donc, pour que vous puissiez effectivement mettre en place des actions derrière, et puis derrière,
Ça complète votre document unique d'évaluation des risques, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il est bien fait, hein, parce qu'il y a à boire et à manger sur le document unique, mais s'il est fait dans les règles de l'art, ça peut compléter effectivement votre document unique, votre plan d'action et les actions que vous mettez en œuvre. Donc, et après sur les devis, c'est effectivement du sur-mesure en fonction de ce que vous souhaitez prendre. Est-ce que vous souhaitez prendre juste l'autodiagnostic? Est-ce que vous souhaitez une démarche globale avec des conférences, avec de la formation aussi de référence sur les différents sites? On a beaucoup de clients de plus en plus depuis une dizaine d'années qui demandent à ce qu'on transmette nos connaissances à des référents qui pourraient être formés ou des ambassadeurs qui pourraient être formés sur les différents sites pour leur donner les moyens de pouvoir répondre en première ligne aux collaborateurs. Donc, on forme des référents au RPS ou des ambassadeurs, on forme des référents à la QVCT, on forme des référents au harcèlement. Ça, c'est une obligation légale. Mais du coup, voilà, on vous donne les clés, on vous donne les moyens et on donne les moyens aux collaborateurs de monter en compétence, de comprendre toutes ces problématiques et qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces problématiques pour pouvoir être capable d'accompagner la direction de la prévention, la direction des ressources humaines, la direction de l'environnement de travail sur toutes ces problématiques pour démultiplier vos forces et que ça soit pas 3-4 personnes dans l'entreprise qui effectivement gèrent l'ensemble de toutes ces problématiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des groupes de projets, mettre en place de l'analyse des pratiques professionnelles, et puis quand il y a des plans d'action, pouvoir les dispatcher sur les différents sites pour que chacun mette en place, mette en musique en fait ces différents types de plans d'action. Donc, comme on le disait tout à l'heure avec Paulina, on a 31 experts, dont 8 psychologues, on a 6 consultants en ressources humaines, donc des seniors qui étaient des anciens DRH avant, on a des diététiciens, des ergonomes, on a 8 ergonomes, on a des consultants sécurité, des ingénieurs sécurité. Donc voilà, on est capable en tout cas contrairement à d'autres cabinets, c'est un peu la force de Préventec, c'est que, on intervient sur toute la France, qu'on a ces 3 pôles complémentaires avec ces 31 experts qui permettent de répondre justement à toutes ces problématiques. Et puis, on est là depuis 21 ans, donc des problématiques, on a géré aussi un paquet. On n'est pas une start-up ou juste un outil que vous pourriez mettre en œuvre. On est bien plus qu'un outil. On a les outils, mais on fait aussi le conseil et l'accompagnement de nos clients, ce qui est quand même un peu plus constructif que mettre juste en place un outil et prendre la température à un moment donné, quoi. D'avoir des experts qui peuvent vous conseiller. Vous pouvez pas être expert en tout, hein. Vous n'êtes pas le couteau suisse de l'entreprise. On vous le demande, mais vous ne l'êtes pas. Et donc, du coup, on est vraiment là pour vous accompagner et vous soutenir selon les problématiques que vous pouvez rencontrer dans l'entreprise. Alors, proposez-vous un accompagnement quelques mois ou années plus tard pour mesurer l'impact de l'accompagnement initial? Alors, ça fait partie de notre démarche. On propose tous les 6 mois ou tous les ans de faire une évaluation des dispositifs qui sont mis en place avec soit le copil initial ou soit des gros projets par thématique. On vous disait tout à l'heure qu'on créait souvent des ambassadeurs qu'on formait en interne. Et donc, l'idée, c'est d'être dans une démarche d'amélioration continue et pas simplement faire une mission au coup de poing et tout laisser tomber parce que ça ne marche pas à long terme, hein. Les effets paillettes, donc ça marche pas. Et donc, quand on fait une évaluation, on propose effectivement de faire une évaluation à 6 mois ou 1 an derrière pour pouvoir évaluer les actions qui sont mises en place et le ROI et surtout l'impact que ça a eu sur les entreprises. Et ça permet avec des groupes de travail de retravailler le plan d'action et de l'adapter en fonction de la maturité de l'entreprise, des actions que vous avez mis aussi en place dans l'entreprise parce que vous mettez en place plein de choses. Et ce qui est important, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec les différents services. Parce qu'on se rend compte, moi je me rends compte depuis 21 ans, hein, 22 ans, parce que ça fait 22 ans que je suis dans la prévention, mais parfois l'environnement de travail, on va mettre en place des actions, la DRH va mettre en place des actions, le médecin du travail va mettre des choses en place, les médecins en interne ou les infirmières vont mettre en place des conférences sur tel ou tel sujet. Donc ce qui est important, c'est effectivement de tous se réunir autour de la table, de savoir qu'est-ce que fait les uns et les autres, mutualiser les actions, savoir en faisant un diagnostic ou un autodiagnostic, de pouvoir évaluer effectivement quels sont les besoins des collaborateurs réels, parce qu'entre ce qu'on souhaite mettre en place, la stratégie que nous demande de mettre en place le directeur des opérations ou le directeur général, soit en lien avec les ATMP et puis effectivement comment dire, les chiffres qui sont effectivement les plus porteurs dans l'entreprise par rapport à un problème d'absentéisme ou d'accident du travail ou de problème de recrutement ou autre, derrière, on va pouvoir vous aider effectivement à co-construire cette stratégie et de mettre en place les bons outils qui iront bien. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on peut répondre?
Non, c'était parfait. Bah, merci beaucoup, Paulina, en tout cas, pour ton intervention. C'était très clair et éclairant. Et merci à vous de vous être connectés. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos dispositifs, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, alors je ne sais pas si Paulina, mets peut-être ton mail dans le. On va vous mettre nos mails dans le chat, comme ça vous les aurez. Mais je pense que là, vous les aurez de toute façon dans le. Hop, on vous met chacune notre mail, comme ça, si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Hop. Sinon, sur preventech.net, vous avez des formulaires de preventech.net. Voilà, si vous avez des formulaires de contact. Paulina, je te laisse mettre ton mail, comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, de savoir ce que vous avez déjà mis en place. Est-ce que vous avez des besoins complémentaires? Est-ce que vous avez besoin d'une réflexion globale ou de simplement de certains points, soit à travers la formation ou à travers des conférences ou autres. Pour nous, de pouvoir intervenir sur cette problématique globale, c'est vraiment important parce que ça nous permet de pouvoir embarquer tout le monde dans l'entreprise parce que entre l'environnement de travail, la DRH, les médecins, etc., parfois, c'est des objectifs un peu différents. Donc, en tout cas, on peut vous proposer des outils qui sont adaptés selon les publics et selon les secteurs d'activité. On a plutôt une très bonne connaissance des secteurs d'activité maintenant depuis 21 ans. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Et très bonne journée.